Nous ne verrons pas le visage de cet homme. Il préfère rester anonyme, car ce qu'il fait est illégal. Pour rester discret, il nous a donné rendez-vous dans une chambre d'hôtel. Sur le bureau, un ordinateur et une carte. Ça sert à localiser à quelques mètres près l'endroit où se trouve ma femme. Là où il y a la lettre A, c'est la... Voilà. Quand on me dit qu'elle est au travail et qu'elle est ailleurs, je le sais tout de suite. Sur cette carte, Paul sait exactement où se trouve son épouse. Il la géolocalise. Cela fait 6 mois qu'il la surveille jour et nuit, depuis qu'elle a pris un amant. Les emplois du temps ne correspondent plus aux horaires habituels. On s'aperçoit qu'il y a des changements d'attitude, des changements comportementaux en fait. Donc à partir de ce moment-là, on essaie d'en savoir plus. Sans qu'elle le sache, il a installé sur le portable de sa femme un logiciel espion. Il peut ainsi voir sur son ordinateur chaque appel, chaque message qu'elle envoie. Sur cet écran, sur le côté gauche, ça vous indique s'il s'agit d'un SMS, une conversation vocale. Ça, c'est la géolocalisation. Là, les petites flèches indiquent si c'est un appel entrant ou sortant. Là, c'est la durée de l'appel en question. Là, c'est les numéros de téléphone ou les noms de ceux qui appellent. Là, c'est les jours et heures de l'appel. Paul est en procédure de divorce et il craint que sa femme ne veuille lui retirer la garde de leur enfant. Alors, il veut tout savoir de ce qu'elle manigance. J'ai appris à un moment donné qu'elle voulait prendre le petit, l'emmener chez ses parents, à plusieurs dizaines de kilomètres du domicile conjugal, et me mettre devant le fait accompli. Donc il a fallu que je prévienne l'avocat, et que l'avocat, évidemment, a fait référer tout de suite pour que ça ne puisse pas se faire. Sans le logiciel, je suis absolument certain qu'elle se serait servie de ce qu'elle a dit, de ce qu'elle a voulu faire pour garder la maison et garder l'enfant. C'est ça surtout, je ne veux pas être privé de lui à cause de ma femme, tant qu'il est petit. Grâce à son logiciel espion, Paul ne rate aucune information. Car non seulement il peut localiser sa femme et lire ses SMS, mais il peut aussi écouter en direct ses conversations avec d'autres personnes. Une simple sonnerie l'avertit quand sa femme appelle quelqu'un. Et à chaque fois, même au volant de sa voiture, il ne peut s'empêcher de décrocher pour l'écouter à son insu. Sa femme parle de son amant à une amie. Et comme souvent, Paul est troublé. Je ne sais pas à qui elle a parlé, là. C'est ça qui m'embête un peu. C'est toujours très dur d'entendre certaines choses. L'effet pervers est celui-là. Malgré cela, Paul ne peut plus se passer de son logiciel. Il sait pourtant que cet espionnage est illégal. Selon le code pénal, il risque jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende pour atteinte à la vie privée. Qu'on puisse dire que c'est illégal, je m'en contrefiche. Qu'on puisse dire que c'est pas bien moralement, je m'en contrefiche. Et si c'était à refaire, je l'aurais fait même avant. C'est comme si je m'armais pour me défendre. Pour moi, c'est de la légitime défense. Logiciel espion, caméra, micro-miniature, les nouvelles technologies d'espionnage, d'ordinaire réservées aux États ou à la police, sont désormais entrées chez les particuliers jusqu'au cœur des familles. Enfants, adolescents, baby-sitters, tous peuvent être sous surveillance. Et dans les gestes les plus banals de notre quotidien, sans nous en rendre compte, nous sommes aussi fichés, enregistrés, tracés. Quant aux salariés, Internet est désormais pour eux un ennemi redoutable. Aujourd'hui, on peut être licencié pour avoir critiqué son patron sur Facebook. On a violé mon intimité, on est rentré dans ma vie privée. Quelles sont les limites de cette surveillance à outrance? Jusqu'où peut-on aller? Au Royaume-Uni, le programme Internet Eyes pousse les citoyens à la délation. Plus ils traquent les comportements louches, plus ils gagnent de l'argent. C'est sûr qu'on a envie qu'il y ait des vols. C'est un peu le côté voler pour que moi je gagne de l'argent. Entre mesures de précaution et dérives sécuritaires, y a-t-il encore une place pour notre vie privée? Nos libertés individuelles sont-elles menacées?
Dans l'ouest de la France, Michel, un médecin de 41 ans, est devenu accro à l'espionnage conjugal. Sa femme ne le trompe pas, mais il est obsédé par l'idée que cela arrive. Alors, par prudence, il la traque. Sa méthode, l'écoute environnementale. Grâce à un logiciel espion, il entend tout ce qui se passe autour d'elle. Enfin, j'entends des bruits de fond, mais qui peuvent être éventuellement à la télé ou un truc dans le genre. Mais rien de significatif. En tout cas, elle ne parle pas. Il n'y a rien de particulier. Voilà. Là, j'écoute en fait tout ce qu'il y a autour de son micro. J'active à distance le micro de son portable. Et avec ça, je peux écouter si éventuellement il y a des personnes qui discutent avec elle, ce qu'ils sont en train de dire et autres. Manifestement, donc, elle est en train de bosser. C'est plutôt rassurant de savoir que, bon, elle est calmement dans un coin et qu'elle fait rien et qu'elle n'est pas en compagnie d'un galant garçon en train de vivre une aventure ou autre. Disons que je traque l'adultère, mais je ne traque pas de manière paranoïaque, quoi. Je fais vraiment ça pour la garder, quoi. C'est vraiment pour essayer de me prémunir au maximum de l'intervention d'une tierce personne qui pourrait venir ruiner mon couple. Et non, je fais vraiment ça pour la garder parce que je l'aime encore énormément, quoi. J'ai réussi, grâce aux informations que j'ai réussi à glaner, comme ça, à obtenir, j'ai réussi à bloquer une relation naissante, on va dire, ou quelque chose qui aurait pu se passer, en faisant pression sur la personne en question, qui lui a préféré se retirer du jeu. Michel souffre de jalousie quasi obsessionnelle. Il y a quelques mois, il a installé en cachette un mouchard sur l'ordinateur de sa femme. Il a pu lire ainsi tous ses emails. Pour comprendre comment il s'y est pris, nous avons fait un test. En l'absence de Michel, nous avons envoyé des emails depuis l'ordinateur d'un cybercafé. Puis, nous avons effectué des recherches sur Internet. Et enfin, nous avons tapé un texte. Michel ne sait pas ce que nous avons écrit, mais il ne va avoir besoin que de quelques minutes pour le découvrir. Son outil, un logiciel espion appelé Keylogger, qu'il a enregistré sur une clé USB. Il suffit de brancher donc, la clé USB dans un port USB de l'ordinateur cible. Donc il suffit de double-cliquer sur le fichier d'installation et on l'installe. Ce logiciel, acheté 30 € sur Internet, est installé en quelques minutes sur l'ordinateur de la personne que l'on souhaite espionner. Ainsi, Michel va avoir accès à tout ce que nous avons écrit en son absence. Donc on va commencer tout simplement par les captures textuelles. C'est tous les textes qui ont été tapés. Là, je vois qu'une personne qui s'appelle M. Gagné Hotmail s'est connectée. On va donc arriver directement sur sa page avec sa boîte de réception qui contient 139 emails. Voilà, on arrive sur sa boîte de réception. Là, j'ai accès donc à tous ses emails. Donc le dernier email qu'elle envoie commence par « Bonjour, serez-vous bien au rendez-vous demain ? Nous pouvons vous retrouver à Lille à 16 h, bien à vous. Michael Gagné ». Là, je vois que la personne, après, a fermé sa boîte Hotmail. Elle a ensuite tapé sur Google « Espionnage ». Et là, je tombe sur un document Word où elle tape « Bonjour, je suis journaliste pour la société de production Tony Committee. Je réalise actuellement un reportage sur les nouvelles technologies de surveillance. » C'est exactement ce que j'ai fait pour espionner la personne dont il est question. J'ai lu les mails qui m'intéressaient, pas tous, hein, mais les mails qui me semblaient être intéressants. Et vous êtes d'accord que c'est une intrusion dans la vie privée ou pas ? C'était une intrusion dans son espace intime, on va dire. La vie privée, je pense que j'en fais partie à partir du moment où je vis avec elle. À la fin de la journée, Michel ne peut s'empêcher de vérifier encore une fois où se trouve sa femme. Il l'écoute ainsi une dizaine de fois par jour. Il est 16h30 là. J'imagine qu'elle est au travail, donc je vais faire une écoute.
Voilà, donc j'entends effectivement, apparemment elle marche, puisque le portable est dans sa poche. Là, c'est rassurant. Aujourd'hui, c'est rien passé d'anormal. Michel semble sûr de lui. Sa technique d'espionnage fonctionne. Mais il va bientôt le regretter. Une semaine plus tard, nous retrouvons Michel. Cette fois-ci, il n'est pas seul, mais accompagné de sa femme, Caroline. Le couple est au bord de l'explosion, car elle a découvert qu'il l'espionnait. Elle est tombée par hasard sur le portable de Michel. Tous ses messages, ses emails et ses appels y étaient archivés. C'est quelque chose que je n'imaginais pas. Je sais pas si c'est de la colère, mais je voulais plus ni l'entendre, ni lui parler, ni le voir. C'est-à-dire quelqu'un nous a espionnés, nous a écoutés, regardés, lus. Pendant, finalement, on est en train de se dire pendant combien de temps alors? Plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. On réalise pas en fait. On réalise pas, on est stupéfait. On ne peut pas contrôler les gens. Tu contrôles pas les gens en les espionnant. Si. Non, tu contrôles pas les gens. Je t'ai contrôlé en t'espionnant? Oui. Comment, en quoi j'ai contrôlé ce que tu as fait? Tu vas adopter un comportement en fonction de ce que tu as lu, ce que tu as entendu, ce que tu as vu. Mais c'est pas du contrôle, ça. Tu t'es pas senti manipulé quand même? Si, je me suis sentie manipulée. Espionner quelqu'un comme ça, c'est une trahison totale. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire confiance en rien. Tu me dis quelque chose, je l'écoute, je me dis, oh, il y a une possibilité que ce soit vrai, mais il y a autant de chances que ce soit faux. Des choses qui se brisent définitivement et ouais, tout à fait. Ouais. Et des choses irréversibles. Est-ce que tu comprends que moi, j'ai fait ça par amour et pas contre toi? C'est ça qu'il faut que tu comprennes. L'amour ne se contrôle pas avec la technologie, enfin. Ne cherche pas à comprendre ce qu'est la technologie. Comprends que ce que moi, j'ai essayé de faire, je l'ai fait uniquement par amour. Point. Voilà. Si tu comprends ça, t'as tout compris. Moi, je sais que quelqu'un que j'aime, je n'agirais pas du tout comme ça. Comment on sort d'une histoire comme ça? On n'en est pas sorti. Non, mais c'est une relation qui n'a pas d'avenir. En espionnant sa femme, Michel est allé trop loin. Aujourd'hui, Caroline l'a quitté définitivement. Nous retrouvons Paul, le mari trompé qui surveille sa femme à l'aide d'un logiciel espion. Les preuves qu'il collecte sur l'infidélité de sa femme ne sont pas recevables devant la justice, car ce logiciel est illégal. Bonjour. Alors, pour prouver qu'elle a un amant, il a fait appel à Laurent, un détective privé. Concernant le logiciel, qu'est-ce que tu as pu récupérer comme preuve qu'on peut exploiter en justice? J'ai certains SMS les plus croustillants où madame déclare sa flamme à monsieur plusieurs fois à des jours différents. Je t'aime, je n'attends que toi. Là, je me languis de toi, je t'aime. Là, je t'aime tout simplement. Là, vivement mardi, j'ai envie de te revoir, je t'aime, etc., etc. Toujours pareil. C'est des documents que j'ai sortis donc de l'informatique. Ouais, donc ça, tu pourras pas le produire parce que là, la manœuvre est flagrante, tu pourras pas la mettre en évidence. Tu peux dire que tu es tombé sur le téléphone de madame qui était posé sur une table, tu as voulu t'en servir pour passer un coup de fil et tu es tombé sur les textos. Ça te permettra de prouver, mettre un petit peu en avant un ou deux SMS. Mais en aucun cas le listing complet fourni comme ça sous forme. Non, ça, ça tu peux pas. Je le savais. Je vais essayer d'obtenir les mêmes types d'informations, mais de façon légale. Bon, tu te tiens au courant ? Voilà, écoute, merci beaucoup. On se tient au courant. Laurent opte finalement pour une filature. Il va suivre la femme de Paul et tenter de montrer, photo à l'appui, qu'elle a un amant. À bientôt, Laurent. Cet après-midi, Laurent a prévu de se rendre directement sur le lieu de travail de la femme de Paul. Il a déjà des informations précises. Il connaît son adresse et ses horaires de bureau. Il sait qu'elle sort généralement vers 17h. On va aller voir si je trouve bien la voiture au parking indiqué par Paul. Première étape, repérer la voiture de la jeune femme pour être certain de sa présence. Là, je vais vérifier l'IMAT.
Ouais, elle est là, juste devant nous, là, à 3 mètres. Le deuxième dans la rangée. Deuxième étape, trouver un endroit discret pour surveiller la sortie des bureaux. Ça, c'est fait. Il n'y a plus qu'à attendre. Il va attendre plus d'1 heure. Sa technique, filmer et prendre des photos, autant de preuves pour son client. C'est elle. Bon, c'est intéressant parce qu'elle a l'air pressée. Très vite, une course-poursuite s'engage. Selon les informations de Paul, sa femme doit se rendre à une réunion de travail loin du centre-ville. Mais c'est à un autre endroit qu'elle conduit le détective. Elle est pile poil devant l'adresse de son amant, alors qu'elle était censée avoir une réunion. Comme quoi, l'intox, ça marche toujours, parce que Paul était convaincu qu'il y avait une réunion. Et manifestement, c'est pas du tout le cas. Ou alors, réunion avec un autre caractère. Et il n'y a plus qu'à attendre en espérant qu'ils sortent tous les deux. Attends, elle ressort. Elle ressort. Qu'est-ce qu'elle fout? Oh putain, elle me vient sur la gueule. La femme ressort seule de l'immeuble et s'éloigne au volant de sa voiture. Ce soir-là, après une longue filature, Laurent ne parviendra pas à photographier le couple illégitime. Mais il pourra confirmer à Paul que sa femme fréquente toujours son amant. Il retentera sa chance quelques jours plus tard. La surveillance entre particuliers est un marché qui explose depuis plusieurs années. Sur Internet, des centaines de sites basés en France ou à l'étranger proposent des logiciels espions, comme ceux de Paul ou Michel. En quelques clics, il est facile de trouver une mini-caméra ou un micro invisible pour seulement une dizaine d'euros. Jean-Philippe est un des nouveaux businessmen de l'espionnage. Il a monté sa société il y a 1 an et vend sur Internet aux particuliers. Cet après-midi, il se rend dans un salon consacré aux nouvelles technologies de surveillance. Je viens chercher des idées de produits pour la surveillance, les petites caméras, tout ce qui est un petit peu discret, voir un petit peu quelle est la tendance du marché en fait à ce niveau-là. Voilà des caméras comme ça qui progressivement rentrent dans les habitations en fait. Son coup de cœur, les caméras thermiques, capables de filmer la nuit et donc de traquer d'éventuels rôdeurs. Des technologies militaires désormais accessibles au grand public. Bonjour. Monsieur, bonjour. Les clients de Jean-Philippe en réclament déjà. Et donc là, en fin de compte, ça, là, c'est vraiment tourné en pleine nuit, ça? Donc là, c'est complètement effectivement tourné en pleine nuit, à 8 km. Ah ouais, donc là, là, on voit bien. Qui fume une cigarette, effectivement. Donc avec, on voit très bien l'aspect thermique et la chaleur. Plus on sera équipé de caméras thermiques, plus on sera effectivement en sécurité. Et plus vous serez heureux, hein? Bien entendu. Mais pour Jean-Philippe, ces caméras haut de gamme, qui coûtent jusqu'à 700 000 €, sont beaucoup trop chères. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Merci de votre visite. À bientôt. Et puis bonne visite. Ces produits à lui sont à moins de 300 € et beaucoup plus discrets. Ça, c'est petit. Ça, pour le particulier, ça pourrait aller, ça. Ce sont des caméras sans fil Wi-Fi. Ça, j'ai de la demande pour ce genre d'appareil. Et vendre des choses pour espionner les gens, ça ne vous gêne pas? Ah non. Alors, franchement, pas du tout. Franchement, pas du tout. Il y a bien des gens qui vendent des bonbons pour avoir des caries. Pourquoi je vendrais pas des caméras? C'est que du business. Si des gens sont prêts à acheter ça, eh ben moi, je leur vends. Sur le salon, Jean-Philippe cherche surtout de nouvelles idées. La majorité de ceux qui l'achètent, il le fait venir directement de Chine, où ses produits sont très bon marché.
Car aujourd'hui, même les technologies les plus pointues se démocratisent. Votre main près du capteur. Authentification. On sent que la technologie est en train de descendre dans le monde du particulier, ça se sent. Et donc je pense que d'ici 2 ans, c'est bon. On va commencer à envahir encore un peu plus les chaumières. C'est ici, dans ce pavillon de banlieue parisienne où il habite, que Jean-Philippe a installé sa petite entreprise. Cet ancien informaticien gère tout seul sa société, les achats et les envois de colis aux clients. Des centaines de paquets qu'il poste lui-même chaque mois. Et il faut aussi répondre aux appels d'apprentis espions souvent inquiets. Ah, vous l'avez déjà commandé? Par chèque, et ensuite dans les modalités de règlement, vous avez le paiement en 3 fois. Voilà. Mais de rien, monsieur. Bonne fin de journée, au revoir. Souvent, ils m'exposent leurs problèmes. Ils me disent, voilà, je dois surveiller ma copine ou mon copain. Donc, ils nous appellent et disent, et je pourrais faire quoi? Alors voilà, elle va au supermarché, elle va là, est-ce que je peux la suivre, je peux la filmer? Et donc, on lui explique les différentes techniques. On lui met bien en garde qu'il est responsable de ce qu'il fait, que nous, on n'y est pour rien. Et donc, on le conseille sur le type de produit à acheter. Mais c'est souvent des problèmes de couple. Cet après-midi, un client a pris rendez-vous avec Jean-Philippe. Il semble pressé et dit avoir besoin d'un produit en urgence. Bonjour. Oui, bonjour. C'est moi pour la montre. Ah oui, pour la montre téléphone. D'accord, bah allez-y, rentrez. Olivier veut une montre téléphone. Mais Jean-Philippe tente quand même de lui vendre un de ses nouveaux produits. Un petit peu tout. Bon, donc ça, on a le fameux réveil. Le réveil caméra. Le réveil caméra. Ça, en fin de compte, il y a une caméra. Alors, on la voit, elle est là, en fait. C'est le bouton power. Voilà. C'est exactement la même. Ouais. Elle filme super bien. C'est ça que j'ai offert comme cadeau à ma copine. Elle est toujours pas au courant que c'est plus un cadeau pour moi que pour elle. Mais ça donne l'heure quand même, c'est déjà pas mal. Hein. Et puis ça fait radio. Au début, quand on connaît pas la personne, on a toujours des doutes. Hein. Et si je me rends compte que la femme en question n'est pas la bonne, bon, moi, je l'aurais pas payé le restaurant. Et vous, c'était une montre téléphone. Voilà, mon téléphone. On a réservé. C'était celle-ci. Voilà. Voilà, impeccable. Je vais rappeler la montre. Donc là, on décroche. Allô? Oui, allô. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Ah ben voilà. Donc là, Et si le jeune homme veut à tout prix cette montre téléphone, ce n'est pas cette fois pour filmer ou surveiller sa copine, mais pour un usage plus inattendu. Et pourquoi vous l'utilisez? En fait, c'est pour vous remplacer votre téléphone? Non, en fait, moi, j'en ai besoin parce que je passe à un concours. Oui. Et j'aurais besoin comme les téléphones seront interdits. Et voilà, c'est pour tricher, tout simplement. Ah, c'est pour tricher? Voilà, exactement. J'ai pas du tout révisé et j'avais besoin de ça pour tricher. Et ce que fait Olivier, ça vous choque, Jean-Philippe? Je dis, s'il veut le faire et qu'il en a le courage et qu'il en a la volonté, moi je dis qu'il tente. Honnêtement, moi personnellement, ça ne me choque pas. Là où on en vend le plus, vous savez, c'est au mois de juin. Vous savez très bien ce qui se passe au mois de juin. Hein. Mois de juin, c'est les bacs et tout ça. Je veux dire, des montres téléphones, c'est là où il en parle le plus. Donc je me doute bien que c'est pas pour faire un cadeau de Noël au mois de juin. Le plan d'Olivier, se faire souffler les réponses par un copain. Grâce à sa montre téléphone et une oreillette discrète, il pourra rester en contact avec son ami pendant l'examen. Donc ça fait 177,40. Vous acceptez l'échec? Oui. 177,40 € la montre téléphone, un prix abordable pour les apprentis espions et une bonne affaire pour Jean-Philippe. De rien, je vais vous raccompagner. Ok. Allez-y. Depuis 1 an, son chiffre d'affaires a doublé. Ok. Bon, bah, allez, au revoir. Bon, au revoir. Et puis à bientôt. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Allez, au revoir. Quant à Olivier, il mise tout sur sa montre. En trichant, il espère décrocher son concours et un travail. Une méthode parfaitement illégale et réprimée par la loi. Le lendemain, nous retrouvons Olivier près du centre d'examen. Un examen pour devenir moniteur d'auto-école. Il a amené sa montre téléphone et tout le matériel nécessaire pour tricher. La véritable panoplie du fraudeur. Ça, c'est ma convocation. Ça, c'est mon téléphone, comme on n'a pas le droit au téléphone. Ça, c'est le micro que je cacherai sous mes affaires. Je pourrais discuter. Je vais mettre ça sous mon pull. Et pour que je puisse l'entendre, j'ai une petite oreillette. Voilà, comme ça, il pourra me souffler toutes les réponses. Voilà. Elle est invisible? Invisible. Faites voir. Moi, si vous voyez quelque chose, ni vu ni connu. Vous n'êtes pas trop stressé? Ah, si, un petit peu quand même.
petit peu. Vous pensez que ça va marcher? Ah, j'espère. Pour tricher, Olivier a besoin de son ami Lucas. Il doit lui souffler les réponses pour l'examen. En se rendant complice, le jeune homme se met lui aussi dans l'illégalité. Bon, je vais t'expliquer comment ça se passe. Là, j'ai les preuves, comme je t'avais mis au courant. Alors, les fiches, ils sont là. J'ai 20 fiches, de 1 à 20. C'est sur la sécurité, c'est du code de la route. Et moi, je vais tirer au sort 5 numéros. Si je tire, par exemple, le numéro 1, elle va me parler, elle me posera des questions sur ça. La conduite dans des conditions atmosphériques difficiles et tout ça. Normalement, on devait apprendre tout ce bouquin-là. Et j'ai rien fait de tout ça. Je compte sur lui pour qu'il me donne toutes les réponses. Si je te dis, par exemple, le numéro 3, tu devras tout me dire sur le 3. Si après, j'ai le numéro 4, tu devras tout me dire sur le 4. On me posera des questions et moi, je devrais répondre. D'accord. Bon. Bah, bonne chance. Merci. Et moi aussi. À tout à l'heure. D'accord, ok. C'est l'heure de l'examen. Olivier doit partir. Lucas est un peu tendu. Il a peur de se faire prendre. Mais la connexion fonctionne et il entend parfaitement Olivier et l'examinatrice. On va commencer par la fiche numéro 6. La fiche numéro 6, d'accord. Le stationnement. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le stationnement? Les règles générales s'appliquent. Les règles générales s'appliquent. Dans les aires, des panonceaux de catégorie indiquent les emplacements. Oui, il y a des panonceaux de catégorie qui indiquent les emplacements dans les aires. La nuit en agglomération éclairée, pas de feu. La nuit en agglomération, si c'est éclairé, il faut... pas de feu. Pas besoin d'allumer ces feux. En zone non éclairée, feu de position ou de gabarit. Et en zone non éclairée, il faut avoir les feux de position de gabarit obligatoirement. D'accord, et en cas de panne? En cas de panne. En cas de panne. Alors, plusieurs choses... En cas de panne, dégager si possible la chaussée. En cas de panne, il faut dégager si possible la chaussée. Signaler avec un triangle et feu de détresse. Le concours va durer plus d'1 heure et le fraudeur n'est pas démasqué. Les examinateurs n'ont pas repéré le micro, les oreillettes ni la montre téléphone d'Olivier. Ils n'ont même pas remarqué qu'il répétait mécaniquement ce qu'on lui dictait. Quand il fait nuit, éclairer avec les phares. La nuit, on doit éclairer avec les phares. Et faire des signes de ralentissement. Pour ralentir aux autres usages. Bon, merci. Ça ira. Ça le peut. Ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé même, on va dire. J'étais moins des candidats en fait aujourd'hui. Quelques minutes plus tard, Olivier revient. Il n'a aucun remords. Pourtant, cette tricherie est un acte grave, totalement hors la loi. Ils n'ont rien remarqué. Ça s'est super bien passé, super bon matos, super du travail d'espion. J'avoue, il n'y a pas la fierté de l'avoir eu en travaillant, mais le résultat est le même au final. Le résultat est le même. Du moment maintenant, c'était ce que je voulais faire. Maintenant, peu importe les moyens. Mais je sais que lorsque je deviendrai inspecteur, lorsque j'aurai les résultats, je sais que je serai le plus dur des inspecteurs. Je laisserai personne tricher. Voilà. C'est comme ça. C'est que les gens comme moi qui sauront comment faire avec les tricheurs. Olivier ne se rend pas compte qu'il risque de mettre en danger la vie de ses futurs élèves. Et si la tricherie est découverte, son diplôme sera annulé et il ne pourra plus se présenter à cet examen. Il risque aussi des sanctions pénales, jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Nous retrouvons Laurent, le détective privé. Après plusieurs jours de filature, il a réussi sa mission. Il remet aujourd'hui le dossier à Paul, qui se bat pour obtenir la garde de son fils. Laurent a réussi à photographier la femme de Paul et son amant. Donc je te refais un petit topo. Tu as eu pas mal de chance parce que je les ai vus sortir. Ils sont partis à pied en direction d'un centre commercial. Donc tu verras, c'est très clair sur les photos, comme ils ont marché bien 500 mètres, main dans la main. Bon, il n'y a pas de doute, hein, j'ai pu taper des photos sans aucune ambiguïté, tu verras ça. Ils ont fait les courses ensemble comme un vrai petit couple. Ils sont rentrés bras dessus, bras dessous, au domicile de monsieur. Fais-toi plaisir. Merci. Ouais, mais c'est impeccable ça. Les photos sont bien claires. Il est laid, hein.
Il est laid, il est vieux. Ouais, c'est tout à fait ça, mais il n'y a aucune ambiguïté. Il y a la preuve, s'il en était, qu'elle entretient une relation adultère avec cet homme, tout simplement. C'est important parce que ça sera fourni auprès de l'avocat afin de justifier de son comportement adultérin. Et c'est pas dur de voir ces photos, là? Non, là ça va. Maintenant, je commence à être rodé. Non, ça ne me touche plus. Donc, je signe ici. Mais Paul a maintenant une autre obsession. Il est convaincu que sa femme l'espionne à son tour, car la porte de son bureau a été fracturée. Une semaine plus tard, Laurent se rend au domicile de Paul. Salut Laurent. Ça va? Non, je vais te montrer où ça se passe. Vas-y, fais-moi. Il va vérifier qu'il n'y a pas de micro dans le bureau. Ça, c'est le bureau où je travaille, bien sûr, et c'est en même temps la pièce où je mets tous mes documents confidentiels et personnels. Et ce serait bien que tu me dises s'il n'y a pas éventuellement été installé un micro ou quelque chose de... Parce que comme elle a déjà fracturé la porte ici, elle était fermée à la clé et on voit les traces où on a passé un pied de biche ou un outil pour arracher la serrure. C'est une méthode de mon ex-femme. Elle a dit qu'elle chargeait des papiers personnels. Ça fait peur effectivement sur les moyens employés pour arriver à ses fins. D'où la présence de Laurent aujourd'hui. Voilà. Je pense qu'elle peut être capable de tout. C'est pas de la paranoïa, ça? C'est pas vraiment de la paranoïa. Peut-être un petit peu d'exagération, mais bon, c'est de la prudence, ouais. Y'a rien qui a été dépassé, Paul, dans ton bureau? T'as rien trouvé de... Même pas un câble, rien? Des traces de doigts sur un... J'ai rien vu, non. Dans le jargon de l'espionnage, cette détection d'écoute s'appelle un dépoussiérage. Laurent intervient en majorité dans des entreprises ou des administrations qui craignent d'être enregistrées ou filmées à leur insu par des concurrents. Pour cette séance chez Paul, il a apporté du matériel de pointe que seul un détective privé agréé peut utiliser. Ça, c'est un analyseur de spectre. Si je trouve un micro-émetteur dans la pièce, dès que je vais allumer l'appareil, il va apparaître immédiatement. Je vais avoir la fréquence et la puissance de l'émission. Les 9 mètres carrés du bureau vont être passés au peigne fin. Bon, Paul, on va faire le contrôle de tes lignes téléphoniques. Tu veux bien décrocher les lignes une à une? Juste tu prends la ligne, pas la peine de composer un numéro. Juste dès que tu as la tonalité, tu me dis. Ok, pour moi c'est clean. Laurent explore tout. Faux plafond, téléphone, prise électrique, câble. Tous les endroits où pourrait se nicher un micro-espion. Non, là c'est clean, il n'y a rien. Si les moyens d'écoute sont aujourd'hui à la portée de tous, détecter un mouchard souvent invisible est impossible pour un simple particulier. Bon, c'est clean. Laurent a même des caméras infrarouges pour traquer des enregistreurs vidéo. Il n'y a rien, il n'y a pas d'émission infrarouge et pas de micro-caméra. Tu sais que tu peux recevoir le président de la République dans ce bureau, il est clean. Tu peux y aller les yeux fermés. Au final, Paul aura payé presque 2000 € pour espionner sa femme. C'est un gros investissement. Entre les honoraires de notre ami Laurent, plus la séance d'aujourd'hui. Mais bon, disons que le jeu en vaut la chandelle pour être tranquille. Du moment que je sais que j'ai pas été espionné à un moment donné où j'aurais peut-être pu l'être, maintenant ça suit son cours, j'ai plus de soucis. Depuis notre tournage, Paul a cessé d'écouter sa femme. Elle dit avoir égaré son portable. Il espère qu'elle n'a rien découvert. Merci. À bientôt. Au revoir. Comme pour Paul ou Michel, l'espionnage séduit de nombreux couples, au risque sans doute de s'y brûler les ailes et de sombrer dans la paranoïa. Une obsession de la surveillance qui envahit peu à peu les familles, jusqu'aux plus petits. En France, dans certaines maternités, les nouveau-nés sont même équipés de bracelets électroniques quelques minutes après leur naissance, pour éviter tout risque de rapt ou de kidnapping. Pourtant, ce n'est pas là que vos enfants sont le plus en danger, mais à la maison, entre les mains de celles à qui vous faites confiance, vos nounous. Ces images, qui viennent des États-Unis, ont fait le tour du monde. Des images de maltraitance d'enfants par des nounous qui ont terrorisé tous les parents. Et aujourd'hui,
De plus en plus de familles utilisent des caméras pour surveiller leur baby-sitter. Cette jeune maman, Alexandra, est médecin généraliste. Dans son cabinet, elle jette plusieurs fois par jour un coup d'œil à son écran d'ordinateur. Isidore, il est ici, à côté de Valérie, sa nounou, avec ses deux petits copains. Ils sont en train de lire des histoires, manifestement. Dans l'après-midi, quand j'ai même 30 secondes ou 1 minute entre deux patients, je jette un petit œil à ce qu'il fait. Je mets ça dans un petit coin. Il a l'air plutôt content, là. Sur son écran, son fils Isidore, 2 ans. Il est dans la salle de jeu de sa nounou. Alexandra est aux aguets du moindre petit souci. Si je le vois pas en fin d'après-midi, au moment du goûter avec les autres, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est qu'il fait la sieste, et c'est certainement qu'il est malade. Donc du coup, je passe un petit coup de fil. Voilà. C'est un petit garçon, je suis sa maman, et c'est normal que je le regarde, que je vois ce qu'il fait. Et si lui, il pouvait me voir aussi, il serait très content, je suis sûre. C'est rassurant, et effectivement, ça me confirme qu'elle travaille très bien. Celle qui travaille très bien, c'est Valérie. Une nounou pas vraiment comme les autres. Non, on va le garder comme ça, d'accord? Tu fais attention. C'est une des seules en France à avoir installé chez elle une caméra de sa propre initiative. D'accord? Maman, tu tiens le bol. Non, tu le tiens. Avec les 5 bambins, elle évolue toute la journée sous le regard des parents, mais ça ne la gêne pas. Voilà, elle est juste là, en fait, dans la salle de jeu des enfants. Elle est ici parce que la plupart du temps, les enfants sont dans la salle de jeu. L'idée, elle est simple, c'est que je me suis dit, moi, en tant que maman, j'aurais bien voulu, en fait, qu'il y ait un système de caméras mis en place. Donc, je pense que j'apporte un plus aux parents. Voilà. En fait, c'est ça. Ça me gêne absolument pas d'être filmée toute la journée. Je pense que vous avez aussi des comptes à rendre à votre supérieur. Ben, moi, c'est la même chose avec les parents des enfants que je garde. Clara, qu'est-ce qui se passe là? Sur les 4 familles, une seule ne regarde jamais les images. Ce papa a toujours trouvé étrange la présence d'une caméra ici. J'avais l'impression que c'était une caméra pour fliquer un peu, c'était pour vérifier comment ça se passait, quoi, voilà. Mais j'ai pas besoin d'être rassuré, disons, voilà. Je vois pas l'utilité, surtout. Je peux voir, dès que le problème est fait, ça peut servir, les caméras, mais ça n'empêche pas le danger, quoi. J'ai envie de croire encore qu'il y a encore la place pour le sentiment-là, qui est la confiance, quoi. Enfin, voilà. Allez, allez, on va. Les parents sont libres de regarder ou non les images. Mais Valérie, elle, est convaincue de l'utilité de sa caméra. D'ailleurs, elle envisagerait de l'utiliser pour surveiller sa propre fille quand elle restera seule à la maison. Et pas question de la laisser sortir sans la suivre à la trace. Poussin, tu te souviens quand je t'ai dit je mettrais une puce dans ton téléphone portable quand tu iras à l'école toute seule? C'est ça. Et pourquoi, à ton avis, je mets ça? Pour pas qu'on nous kidnappe. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est bien ce que je vais faire? Oui. Pour moi, c'est naturel. Je mets une caméra, ma fille aura une puce dans son téléphone. Voilà, je veux dire, c'est... Et puis la technologie aujourd'hui le permet, pourquoi pas? Je veux dire, ça fait de mal à personne, quoi. Le soir, Alexandra retrouve son fils, Isidore. Elle connaît déjà sa journée par cœur. T'as passé une bonne journée? Bah oui, comme d'habitude. T'as fait des dessins, hein, je t'ai vu. T'as fait de la peinture. Il est où ton dessin? Ben, on va montrer le Tu dessin. me montres? La belle peinture. J'ai vu faire des Legos aussi. J'ai vu qu'il faisait des pyramides. Il a fait carrément la pyramide très très haute, mais ça fait. Hein, il se débrouille bien, là. Il se débrouille très très bien. Je sais pas si je vous en avais parlé, mais je vais mettre une... Parce que je l'ai dit aux maman en fait, mais je vais mettre une caméra, non plus d'ici quelques mois, dans la chambre des enfants. D'accord. Donc voilà. Ici, il me faudrait en fait une caméra infrarouge pour que les parents puissent voir leur enfant quand je vais éteindre la lumière dans la chambre, les voir. Oui, moi je sais pas si je le regarderai dormir parce que c'est son petit moment à lui quand il dort, quand il est dans la chambre. Pour une maman qui serait angoissée, ça peut devenir vite effectivement très angoissant de voir son fils qui dort pas, qui dort mal. Ou, voilà. On y va, t'as dit au revoir? T'as dit au revoir. Quand les enfants sont partis, Valérie éteint sa caméra.
Pour elle, c'est à la tombée de la nuit que sa vie privée commence. On se calme, ça y est. Aux États-Unis, pas de surveillance à temps partiel, mais jour et nuit, 24 heures sur 24. Et cette fois, ce ne sont pas les enfants qui sont visés, mais les seniors. Nous sommes à Denver, dans le Colorado. Il est 6 heures du matin. Michael vient de se réveiller. Et comme tous les jours, c'est le même rituel. Son premier geste, allumer son ordinateur pour prendre des nouvelles de sa maman. D'abord, je vérifie qu'elle soit bien réveillée. Ensuite, je regarde son poids. Ça va. Elle est à 56 kilos. Son poids est stable. Sur l'écran, la mère de Michael, Elizabeth. Elle habite à 3000 km de chez lui, mais grâce à un tout nouveau système, et sans même une webcam, il peut connaître les moindres détails de son état de santé et tous ses déplacements dans la maison. Des schémas très précis lui indiquent même le rythme cardiaque et le poids de sa mère en temps réel. Je vois qu'elle s'est levée à 3 heures du matin pour aller chercher un verre d'eau. Elle est restée debout un peu moins d'un quart d'heure, puis elle est retournée se coucher. Mais sa tension me semble vraiment élevée ce matin. Je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être qu'elle a mal dormi, ou bien elle a pris une tasse de café. La tension de sa mère est trop élevée, alors Michael s'inquiète. Immédiatement, il lui envoie un email car il tient à ce qu'elle prenne rendez-vous le plus vite possible chez le médecin. Je veux qu'elle ait conscience que quelqu'un veille sur elle. Ce qui est important, ce n'est pas seulement que sa tension est augmentée, mais au moins qu'elle sache que je suis au courant et que je m'occupe d'elle. Mon but, c'est d'anticiper les problèmes avant qu'ils arrivent. 3000 km plus loin, la petite ville d'Harrisonburg, en Virginie. C'est là que vit la mère de Michael. Elle aussi vient de se réveiller. À 73 ans, Elizabeth est en excellente santé et parfaitement autonome. Mais chaque matin, comme lui a demandé son fils, elle vérifie sa tension, puis son poids. Mon poids est de 56,2 kg. Mais dans cette balance, il y a un mouchard. Il y a un capteur à l'intérieur. Comme ça, tout le monde peut savoir quel est mon poids aujourd'hui. Et ce capteur espion n'est pas le seul. Pour pouvoir surveiller sa mère, Michael en a installé un dans chaque recoin de la maison. 9 capteurs qui enregistrent la température, le temps passé dans chaque endroit, mais aussi tous les mouvements. Il y en a un jusque dans l'armoire à pharmacie d'Elizabeth. Il y a un capteur ici. Comme ça, mes enfants savent que j'ai ouvert le placard. C'est là qu'il y a mes médicaments. Et si vous ne prenez pas vos médicaments, que se passe-t-il? Mes enfants vont m'appeler et me dire « Pourquoi tu n'as pas pris tes médicaments ?» Et je vais dire oh, « J'ai oublié. » Tous les capteurs sont reliés à cet ordinateur. Les moindres détails de la vie d'Elizabeth sont donc transmis à ses 4 enfants en temps réel. Il y a un capteur ici, sur mon frigo. Ça indique à l'ordinateur que j'ai ouvert mon réfrigérateur. Du coup, mes enfants savent que je vais bientôt manger. Il y a aussi un capteur ici. Ainsi, ils savent que je me suis assise dans mon fauteuil aujourd'hui. Celui-là indique que je me déplace dans la maison. Il y a quelque chose qui bouge? Ce doit être moi. Là, il y a un capteur dans mon lit. Comme ça, on peut voir combien de temps je suis restée couchée. Et comme presque tous les jours, vers 9 h du matin, Michael appelle sa mère pour un petit compte-rendu journalier. Bonjour Michael. Bonjour maman, comment vas-tu? Ça va Michael, merci. Et au fait, maman, j'ai jeté un coup d'œil au détecteur de mouvement. Et j'ai remarqué que tu es sortie de ta chambre cette nuit pour aller dans la cuisine. C'est parce que tu avais soif? Oui. Mais j'ai aussi remarqué que tu étais très active ce matin. Tu n'arrêtais pas d'aller d'une pièce à l'autre, et puis tu as repris du poids ces derniers temps. Je sais, je l'avais prévu de toute façon. Je me sens bien, Michael. Je vais bien. C'est tout ce qui compte, maman. C'est de savoir que tu vas bien. Je t'aime, maman. Au revoir, Michael. Au revoir, maman.
Elisabeth essaye de ne pas le montrer, mais elle est un peu agacée par les questions de son fils. D'ailleurs, quand Michael lui a proposé d'installer le système, elle était plutôt réticente. Au début, j'étais inquiète pour ma vie privée, car je suis une personne très indépendante. Je pensais que ce système était trop intrusif. Mais je sens que mes enfants le font parce qu'ils m'aiment. Et ils veulent être sûrs que je ne leur cache rien. Après tout, je pourrais prendre de mauvaises décisions sans m'en rendre compte. Alors, pour être sûre qu'Elisabeth ne fasse pas d'impair, ses enfants la pistent même quand elle sort faire des courses. Car sur la porte, il y a aussi un capteur de mouvement. Le capteur ici indique à Michael que je sors pour un moment. Et dès qu'elle est à l'extérieur, Michael est tout de suite au courant. Pendant qu'il attend sa fille à la sortie du collège, il peut lire toutes les informations concernant sa mère sur son téléphone portable. Sur mon téléphone portable, je peux voir que maman a ouvert la porte de la cuisine. Normalement, elle revient au coucher du soleil vers 17-18 heures. Et si elle n'est pas là, je reçois un message. Ça me permet de savoir ce qui se passe. Mais le contrôle ne s'arrête pas là. Michael est aussi au courant de tous les coups de fil que sa mère a passés dans la journée. Là, c'est moi qui ai appelé. Là, c'est son amie Laura. Je peux aussi voir tous les appels de la semaine. Ça permet de savoir qui a appelé et quand. Ma mère s'est beaucoup occupée de moi. Maintenant, c'est à moi de le faire. Vous vous sentez redevable? Oui, c'est une question de principe. Et Michael a tellement pris goût à cette surveillance rapprochée qu'il voudrait aller encore plus loin, mais cette fois-ci avec sa fille de 16 ans. Je voudrais te greffer une puce dans le poignet. Comme ça, je pourrais te suivre où que tu sois. Tu es si précieuse pour moi. Je voudrais te traquer tout le temps. Eh bien, papa, la réponse est claire. Pour ta précieuse fille, c'est hors de question. Mais il n'y a pas que les petites écoutes en famille. Le monde de l'entreprise est aussi devenu un lieu très surveillé. Email contrôlés, géolocalisation, vidéosurveillance, filature. Les salariés sont aujourd'hui sous l'œil de leur patron, pour le meilleur et pour le pire. Nous retrouvons Laurent, le détective privé. 80% de sa clientèle sont des patrons qui soupçonnent des salariés malhonnêtes. Au lieu de porter plainte, il préfère des méthodes plus rapides, qui parfois flirtent avec la légalité. Car filmer un salarié à son insu sur son lieu de travail est interdit. Il y a quelques semaines, grâce à une caméra cachée, Laurent a pris en flagrant délit une serveuse qui volait de l'argent dans la caisse. Donc on la voit arriver avec manifestement tout l'argent de la caisse. Elle sort apparemment 1 ou 2 billets qui s'en mettent des 20 € pour les mettre dans son portefeuille. Là, on la voit très nettement, elle a l'argent dans la main droite. Elle va ranger ça dans son portefeuille. Voilà, là, il n'y a pas de doute. La seule option, c'était la vidéo miniature, comme ça, dissimulée dans un carton de vin, abandonnée en haut d'un frigo, et puis il l'aurait joué. Son matériel d'espionnage, Laurent le fabrique lui-même dans son garage, transformé en véritable atelier. Lundi, mardi, mercredi. Ce soir, une nouvelle enquête l'attend. Il a reçu l'appel d'une pharmacienne. Elle est persuadée qu'un employé lui vole des produits pour les revendre. Laurent s'est fait passer pour un client et a donné rendez-vous au voleur présumé. Il espère un flagrant délit. Donc là, j'ai réussi à le faire venir sur un rendez-vous. Je lui ai dit de me faire un petit panaché de ce qui pouvait sortir. On va voir. On va voir ce qui m'a amené, s'il a pu amener quelque chose, et quoi et combien. Alors là, il y a du matos. Là, il y a une sacoche à main. J'ai dans les doublures 2 micros fortement amplifiés. Et on a ici, en face avant, on voit un léger trou qui cache l'objectif de la caméra miniature, ce qui va me permettre d'avoir l'image et le son de la transaction. C'est au moment où je donne l'argent, au moment où il me donne les produits. C'est de la conception perso, ça, de A à Z. Et pourquoi c'est mieux de le faire soi-même? Ça se trouve pas dans le commerce. J'ai toujours dans mon chapeau un truc qui va permettre de sortir d'une situation à la con sur le terrain. C'est l'heure du rendez-vous. L'employé a demandé à Laurent de le rejoindre dans le centre-ville, sur un parking. Juste avant, il retrouve son coéquipier pour un briefing. Son rôle, pister le salarié jusqu'à chez lui
après la transaction. Le gros piège à con en fait, auquel il faudrait faire gaffe, c'est si le mec connaît bien les lieux, c'est qu'il nous fasse un truc, genre il sort là, il coupe tout, il repart vers le haut. Quoi. Bon, ça marche. S'il y a quoi que ce soit qui travaille normal, tu décroches. Ouais. Parce que la priorité, c'est que moi, j'ai eu les produits. Bon, on est parti. Allez. En piste, radio. Sur le parking, l'employé semble très méfiant. Il a fait monter Laurent dans sa voiture, lumière éteinte, visage caché par une casquette. Mais il a la marchandise. Comme prévu, le micro de Laurent est branché et la caméra tourne dans le noir. On distingue juste le sac de marchandises. Là, il y a quoi? Il y en a pour combien? 300 euros. Bah, et toi, t'en veux combien? Bah, la moitié quand même pour les 100 euros. Je te mets 150 euros là. Voilà. Bon, ok, ça va, ça roule. Allez, je t'embarque tout. Bah, dis-moi, pour la suite, qu'est-ce que tu peux sortir quoi là? Même quantité ou pas? Ouais, petit à petit. Je peux pas tout sortir de suite. Et est-ce que. Faire griller. Ça va, donc je fais quoi? Je te prépare une liste et. Prépare-moi la liste, tu me la files quand tu passes. Ça marche. Allez, ciao. Laurent et son coéquipier vont ensuite suivre l'employé pour connaître ses adresses et le pister plus facilement. Oh putain, il est là. Il est là. Ouais, il est en bas là. Il est en bas là. Putain. Olive, tu reçois? Bon, ça va, j'ai logé. Hein. Il est rentré dans un parking souterrain là, en parallèle de la rue. Laurent est satisfait. Grâce aux enregistrements et à la marchandise qu'il a récupérée, il a des preuves pour sa cliente. Donc j'ai un peu de tout là. Il est venu avec ça, ouais. Alors, il me dit qu'il y en a pour 300 euros, faudra le vérifier. Qu'est-ce qu'on a? On a de la poudre éclat prodigieux de chez Nux. Nous avons, qu'est-ce que c'est? Une crème solaire chez Lirac. Un truc qui doit coûter un maximum Densitium de chez SVR. Ça, lui, il a tout tapé là. Il peut pas apparemment sortir de gros volumes. Il est obligé d'étaler sur la durée. Il a été un peu prudent quand même, hein. Pas très causant, assez prudent. Et là, je vais appeler la cliente pour lui faire un petit débriefing rapide. Allô? Allô? Oui, bonsoir, c'est Laurent de chez C. Oui, bonsoir. Bon, je vous fais un petit point rapide là sur votre gars. Donc il est bienvenu au rendez-vous. Il est venu avec un sac qui doit contenir grosso modo une quinzaine de produits, toutes marques confondues, tout type confondu. En fait, c'est ce que je soupçonnais. Le problème, c'est que cette personne-là, en fait, qui réceptionne les commandes des laboratoires, donc il y a des produits qu'il prend dans le stock et des produits qui récupère dès la réception de la marchandise qui vient des différents laboratoires. Donc bon, déjà, c'est bien, ça confirme les soupçons que j'avais sur cette personne-là. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Au revoir. Une petite crème solaire pour éviter les coups de lune? Finalement, la pharmacienne va renvoyer l'employé quelques jours plus tard, sans porter plainte. Mais certains patrons vont beaucoup plus loin. Et désormais, il existe un outil redoutable pour espionner les salariés, Internet. Nous y laissons des traces sans nous en apercevoir. Sur Facebook, un des réseaux sociaux les plus visités au monde, des millions de personnes écrivent, publient des photos et autorisent des amis à venir consulter leurs discussions, sans se méfier. Patricia, Sabine et Cathy l'ont appris à leurs dépens. À cause d'une conversation sur Facebook, elles ont tout perdu, leur travail et jusqu'à leur santé. Ces mères célibataires installées en Dordogne vivent aujourd'hui avec 800 € par mois. Toutes les trois sont sous antidépresseurs. Pourtant, il y a un an, elles travaillaient comme éducatrices et personnel d'accueil dans une association. Avec la direction, l'ambiance était mauvaise et les tensions nombreuses. Alors un soir, sur Facebook, elles ont critiqué leur patron. Et cette discussion, elles ne pensaient la partager qu'entre elles. C'était le 21 juin, soir de la fête de la musique. J'étais seule chez moi, ça s'était mal passé au travail. Et donc, je me suis mise à discuter avec mes copines. Et on a eu une conversation sur le harcèlement qu'on pouvait subir au travail et les dysfonctionnements. Et j'ai écrit, par exemple, harcèlement à tout va, le directeur veut nous pousser à démissionner. Et en fin de compte, tout est parti de là. Quelques jours plus tard,
Patricia et ses amis ont été licenciés pour faute lourde, accusés d'avoir diffamé leur employeur. Je ne sais pas si on a eu tout au long de la soirée un langage très châtié, mais enfin comme on peut avoir entre amis, après, voilà. Enfin, j'ai pas tué, j'ai pas volé, enfin voilà, je me suis exprimée, mais je me retrouve quand même licenciée. Faute lourde. Faute lourde. Leur licenciement les a anéantis. Elles n'avaient pas imaginé que des propos entre amis pourraient se retourner contre elles. Ah, moi, ça m'a tuée. Voilà, moi, ça m'a assise, c'est-à-dire que moi, ça m'a complètement abattue. Vu que sur notre lieu de travail, ils n'avaient rien à nous reprocher, ils ont trouvé une autre piste, c'est-à-dire aller fouiller notre vie privée. Et ça, c'est à la limite du viol, quoi. Moi, je me sens sale. Je me sens sale parce que j'estime que cette faute lourde, elle n'est pas appropriée. Mais elles ne savent pas comment leur page Facebook est arrivée entre les mains de leur patron. Délation d'un ami ou espionnage illégal de leur employeur, elles devront attendre l'audience des prud'hommes pour savoir ce qui s'est passé. Le procès dans quelques mois, leur avocate est optimiste. J'estime que nous avons des bons éléments pour démonter le licenciement. Vous étiez chez vous le soir, vous auriez pu avoir les mêmes conversations autour d'un café après le travail. On est dans le cadre strictement privé. Donc ça veut dire qu'on a des chances d'avoir gain de cause en fin de compte à la sortie? J'estime que vous avez des chances de pouvoir dire que le licenciement était totalement abusif. L'avocate des 3 jeunes femmes attend beaucoup d'un prochain jugement dans une affaire similaire. Un jugement qui sera une première en France. En effet, en banlieue parisienne, une grande société d'ingénierie en informatique, Alten, a elle aussi licencié en 2008 2 femmes qui avaient critiqué leurs supérieurs sur Facebook. Grégory Saint-Michel est l'avocat des salariés. Ce matin, il se rend au tribunal des prud'hommes pour connaître la décision des juges. L'avocat est sûr de lui, il est convaincu qu'il a tous les atouts pour gagner. Le souhait, bien évidemment, c'est que ça fasse jurisprudence. Moi, j'estime effectivement que, compte tenu de l'atteinte à la vie privée, ça m'apparaîtrait tout à fait normal, effectivement, que le Conseil de prud'hommes condamne ces pratiques. Des journalistes sont déjà sur place, car ce jugement doit faire date. Mais surprise, le jugement est défavorable pour les salariés. Leur licenciement pour faute grave est considéré fondé, c'est donc l'employeur qui a gagné. Une décision lourde de conséquences pour le monde du travail. Ce sera défavorable pour l'ensemble des procédures qui sont actuellement en cours, et puis c'est défavorable pour tous les salariés maintenant, puisque personne ne pourra donner son avis sur l'entreprise, voire même plaisanter, puisque c'était le cas en l'espèce, sur Facebook, parce que désormais on pourra être licencié pour des propos tenus sur Facebook. Pour les clientes de l'avocat, Delphine et Louise, cette décision est injuste. Elles ne pensaient pas qu'une conversation entre amis allait se retrouver sur le bureau de leur patron. Car si elles en sont là aujourd'hui, c'est qu'un collègue, un de leurs amis sur Facebook, les a dénoncées. À leur insu, il a imprimé la conversation et l'a transmise à leur supérieur. Il a même signé une attestation officielle pour confirmer son geste. Cette personne-là, je la croisais quasiment tous les jours, on se disait bonjour, enfin voilà. Mais je pensais pas que du jour au lendemain, comme ça, il allait faire une copie d'écran, l'amener à la direction et puis qu'on soit licencié du jour au lendemain comme ça, quoi. Je sais pas ce qu'il a gagné, honnêtement, à faire ça. Pour comprendre ce qui a pu le pousser à dénoncer ses collègues, nous l'avons contacté à 2 reprises par téléphone. Mais à chaque fois, il a nié sa participation. J'ai pas pris parti dans l'histoire. Moi, ce que j'ai toujours entendu dire par rapport à ça, c'est plutôt que c'est quelqu'un qui avait transmis l'information à la direction. Mais vous n'avez rien dit à vos supérieurs? Non. Quelques jours plus tard, dans un email qu'il nous envoie, il reconnaîtra finalement avoir transmis la page Facebook de ses collègues. Il dit avoir agi par loyauté envers son employeur. Des méthodes défendues par l'avocate de la société Alten. Pour Maître Barateg, cet employé n'a fait que son devoir.
Je crois qu'il ne faut pas le diaboliser, ce monsieur. Vous savez, moi, je crois que c'est plutôt quelqu'un qui a le sens de l'honneur et de la loyauté. Il a été choqué humainement, comme vous et moi aurions pu être choqués de propos tenus à l'encontre de quelqu'un que vous connaissez et que vous appréciez. Et je pense qu'effectivement, il devrait être fier de ce qu'il a fait. Ce premier jugement n'est pas un bon signe pour Patricia, Cathy et Sabine, ni pour toutes les autres affaires en cours. Désormais, sur Facebook, il n'y a plus vraiment de limite entre espace public et privé. Les patrons ne sont pas les seuls à se servir de Facebook pour espionner. Les parents aussi deviennent méfiants. 78% des adolescents utilisent régulièrement les réseaux sociaux. Prends ton ordi. Vas-y, prends ton ordi et on va jouer à la... Et pour ce père de famille à Biarritz, c'est une source d'inquiétude. Pourtant, dans cette maison, les ordinateurs sont dans les chambres des 2 enfants. L'accès Internet, déjà, pour Ange, est verrouillé. Et Morane, elle, par contre, a un accès, entre guillemets, illimité, dans le sens qu'elle peut accéder à ce qu'elle veut sur Internet. Ah, ça y est, il y a quelqu'un là. Morane, 13 ans, a un accès illimité à Facebook. Mais son père veut quand même garder un œil sur ce qu'elle écrit. Ça va, bien? Bon, ça y est, les gosses... Alors, il a fait venir Jean-Gilles Subervie. Cet informaticien a conçu un logiciel de contrôle parental très perfectionné. Internet, c'est une porte ouverte dans la maison. Tu laisses pas ta porte ouverte la nuit. Bon, c'est pour ça. Donc, ce qu'on va faire, on va surveiller la porte. D'accord? Sa méthode, rentrer dans l'ordinateur une liste de mots sensibles. Et on va mettre des mots-clés. C'est-à-dire des mots, quand ils sont tapés, qui attirent l'attention, qui interpellent. Ça peut être « Qui es-tu » ? D'où viens-tu ? C'est pas normal, ça veut dire que tu commences à dialoguer avec un étranger que tu connais pas. Il y a beaucoup d'adultes qui se font passer pour des enfants. Et donc, tu ne peux pas, toi, à ton âge encore, le déceler parce qu'ils sont très malins. Voilà, ils sont très dangereux. Voilà. Elle va discuter avec des personnes sur Facebook ou sur MSN. Et à partir de là, tout peut être dit. Lorsqu'on va mettre des mots comme sexe, même si elle ne va pas l'utiliser, ça peut être un lien vers un site sexuel. Je vous ai mis une série de phrases, de mots, et puis après... De quoi, par exemple? Joint, tabac, laisse-moi, lâche-moi, alcool, cigarette, joint, tabac... Sein. Fume... Qui es-tu? Ben oui, parce que tu as un bonhomme qui risque de demander montre-moi tes seins. Ok, ben écoute, on va tester maintenant. Il est opérationnel, il n'y a plus qu'à. Quand ça, voilà. Tu vas, je sais pas, parle d'alcool et de drogue. Et quand Morane écrit un message à un ami avec les mots interdits, son père est immédiatement alerté. Qu'est-ce que tu as écrit, Morane? Tu as de la drogue ou de l'alcool? Bien, ben on va voir du côté alerte ce qui va se passer. Oh papa, ça y est. Donc là, qu'est-ce qui se passe, Fabrice? Là, je viens de recevoir le message que le mot alcool a été tapé par l'utilisateur Morane. Donc tu as de la drogue ou de l'alcool? C'est clair que lorsque je vais avoir le mot drogue apparaître, j'aimerais savoir dans quel contexte il est apparu. Ça permet d'ouvrir le dialogue et d'expliquer pourquoi on va regarder ce mot-là, pourquoi ça nous a un peu inquiétés. C'est ça. Et puis l'enfant va s'apercevoir, Morane saura que je m'inquiète pour elle. Si elle a un petit copain, là, vous avez envie d'être au courant? Morane, il faut ou pas que je sois au courant? Non. Mais ce n'est pas tout. Le père de Morane a aussi tenu à équiper sa fille d'un Mobitrace, un petit boîtier qu'elle doit garder dans sa poche. Soi-disant, un vrai rempart contre le kidnapping. Parce qu'il est tout près. Si un jour dans la rue tu es accosté par quelqu'un qui est bizarre, qui te suit, tu appuies sur le bouton rouge. Papa ou maman vont recevoir un SMS sur le portable avec l'endroit exact où tu te trouves parce que c'est le satellite qui prend ta position. Je trouve que ça va bien parce que j'ai une amie qui sort du collège et qui se fait suivre par un homme qu'elle ne connaît pas. Et donc, elle n'est pas en sécurité et moi, je le serai. Et quand elle sort de la maison, son père peut aussi la géolocaliser à tout moment. Et là, je sais précisément où elle se trouve. En l'occurrence, voilà. Elle est où, là? Alors, elle est ici. C'est le petit point rouge. Alors, j'ai même l'adresse. On s'en est toujours passé. Mais il suffit qu'un jour, elle en ait besoin pour qu'on se dise, eh bien, tiens, si j'avais su, je l'aurais pris avant. Des parents angoissés et un peu naïfs, car ces moyens de protection sont dérisoires face aux techniques des professionnels de l'informatique.
Aujourd'hui, il est possible de piéger l'ordinateur de n'importe qui, même celui d'un enfant. Nous avons rendez-vous avec un hacker, un de ces génies de l'informatique capable de forcer n'importe quel système. Pour des raisons professionnelles, il a préféré garder l'anonymat. Bonjour. Michael. Patrice. Alors c'est là où se cache le hacker professionnel? Ouais, c'est mon antre. Le métier de Patrice, c'est de tester les systèmes de sécurité informatique des grandes entreprises, en toute légalité. Des compétences très pointues qui lui permettent de prendre la main sur n'importe quel ordinateur. Cet après-midi, il va nous montrer comment il peut contrôler à distance le PC de sa fille. Ça va, ma puce? Oui. Ça s'est bien passé ta journée? Oui, j'ai pratiquement pas travaillé. Sa fille est au rez-de-chaussée de son appartement et ne se doute de rien. Pour nous, il va la piéger. Oui, ma fille est en bas. Je lui ai envoyé une petite image d'un tableau que j'aime particulièrement. C'est un tableau de Magritte. Donc elle a cliqué sur l'image voulant voir la photo et ça a piégé sa machine. Et donc à partir de là, je peux la voir dans sa chambre si je voulais, quoi. En ouvrant l'image, la fille de Patrice, sans le savoir, libère un virus informatique qui permet à son père de prendre la main sur sa webcam et sur son ordinateur. On va se connecter à sa webcam, comme ça je vais pouvoir regarder par exemple ce qu'elle fait. Donc c'est pour, voilà. Donc là on est directement dans sa chambre et on voit qu'elle est sur son lit en train de lire un livre. Et tout ça c'est à son insu. Il y a beaucoup de gens qui se font piéger par des virus parce que leurs machines ne sont pas protégées. Et voilà, sur une chambre d'enfant, par exemple, on pourrait sans problème prendre le contrôle de plusieurs machines d'enfants et de les filmer à leur insu. Patrice peut aussi prendre le contrôle d'un ordinateur à plusieurs milliers de kilomètres et avoir accès à toutes les données confidentielles. Pour preuve, il envoie maintenant le fichier à un ami. Donc je vais cliquer sur sa machine et puis je vais regarder si elle est chez lui. Donc là, oui, il est derrière son écran, il vient d'ouvrir son mail. Voilà, on peut aller regarder par exemple ses différents fichiers. Voilà, j'ai accès à tous les dossiers de son ordinateur, ses mots de passe de compte en banque, voilà, toutes ses photos de famille, enfin tout ce qu'on met sur un ordinateur. Mais ce n'est pas tout. Avec ses ordinateurs ultra puissants, Patrice prend le contrôle de caméras de vidéosurveillance dans le monde entier. Il peut même les orienter à sa guise. Là, on est à Londres. On prend la main sur un système de vidéosurveillance d'un magasin où on voit les gens qui viennent faire leurs courses. Je sais pas, on peut prendre le contrôle sur la caméra et faire un panoramique. Donc là, vous prenez le contrôle de la caméra? Voilà, exactement. Là, on prend le contrôle de la caméra. Où est-ce qu'on est, là, par exemple? On est exactement à Rochester, dans une station-service de Rochester. Là, on est à New York, dans une salle d'attente d'un magasin, d'un constructeur automobile. Voilà. Donc si des particuliers mettent en place des caméras chez eux, ça vous montre aussi qu'on peut accéder à des images qui peuvent être compromettantes, dirons-nous. Si j'ai un conseil à vous donner, mettez des sparadraps sur les caméras de vos enfants pour éviter qu'ils soient filmés à leur insu. Évitez d'ouvrir des pièces jointes dont vous ne connaissez pas les auteurs. Et achetez un bon antivirus parce que à l'heure actuelle, c'est le premier rempart contre ce type de malveillance. On est tous potentiellement à la merci d'être surveillés. Cette surveillance, qui s'introduit peu à peu dans la sphère familiale et professionnelle, envahit aussi les lieux publics. Dans les grandes villes, les caméras se multiplient. Un œil vigilant destiné à aider la police dans ses enquêtes. Une véritable obsession sécuritaire qui séduit maintenant les plus petits villages. Baudinard-sur-Verdon, dans le Haut-Var. Petit village a priori paisible et sans histoire. Pourtant, difficile ici d'échapper à l'œil d'une caméra. Car dans le centre-ville, il y en a 12. 12 caméras pour 156 habitants. Et c'est Monsieur le maire, aux commandes depuis 32 ans, qui en est l'instigateur. Là, il y en a une là. Celle-là, elle regarde la rue, là.
la rue de là, et on regarde la rue de là-bas. Et c'est une rue dangereuse? Mais non, pas spécialement. Mais là, ce qu'on a voulu, c'est que tout le village soit protégé. Voilà là-bas, la caméra. Voilà, il y en a une là. D'ailleurs, il y a deux styles de caméra. Tu as la caméra fixe avec un angle et le dôme. Le dôme, il tourne à 360 degrés. Celle-là, elle est idéalement bien passée, puisqu'en fait, elle prend un enfilade tout plein de garages qui vont éventuellement... Mais est-ce qu'ils ont été dégradés non. déjà? Non, non, non. Les garages, non. Mais on l'a mis éventuellement. Elle y est, c'est qu'elle doit être là. C'est tout. Pourtant, le village paraît bien calme. Nous ne croisons personne dans les rues. Le sentiment d'insécurité est comme imperceptible. Mais selon le maire, avant les caméras, Bodinard était tout juste fréquentable. Cette maison a été volée, une derrière, là-bas derrière deux. Ah, de partout. Ben oui. Quand tous les 2-3 maisons par semaine qui se faisaient dans le village, j'avais tout le temps les gens qui venaient me voir. Quelque part, il fallait faire quelque chose quand même. C'était une affaire d'urgence, hein. Et mettre des gardes, des gendarmes. Ouais, mais il faut les payer. Il faut les trouver, il faut les payer. Et 35 heures, hein, par semaine. Ils sont pas syndiqués, les caméras. Oh, tu viens au loto ce soir ou pas? Non, je vous dis ça, je travaille demain. Je te parle plus. Mais ce système est-il vraiment efficace? Et qui surveille les écrans de contrôle des caméras de Bodinard? Le PC central est installé au fond de la salle des archives de la mairie. Voilà le bazar. Qu'est-ce que c'est alors? Ben là, il y a un écran avec les 12 caméras qui sont en fonction, quoi. Moi, je ne sais pas trop le faire marcher, mais je vais appeler mon adjoint, lui, il sait le faire marcher. André, viens un peu nous faire voir comment ça fonctionne, t'es meilleur que moi. S'il y a un problème, seul le maire, son adjoint et la gendarmerie ont accès aux images. Mais pour surveiller, personne devant l'écran. S'il ne se passe rien, on regarde si ça fonctionne, mais on n'est pas là à regarder qui fait quoi, à quel endroit et comment. On s'en fout complètement. Et du coup, il ne peut pas y avoir de flagrant délit? Ah non, non, mais nous, on s'en fout. Et là, est-ce que c'est calme, là? Ben là, regardez bien, là, oui, il n'y a pas trop, il fait pas beau, il pleut. Et ben, les gens, ils sont chez eux, et on voit pas trop de trafic, même de voitures, hein, regardez. Donc là, vous êtes tranquille, là? Eh ben, peinard, peinard. Le village est tranquille, mais pourtant le maire envisage de rajouter des caméras au cas où. Vous voyez, il y a encore 4 cases, là, qui sont vides pour le moment. Comme ça, si un jour on a besoin, on a un endroit donné, d'ajouter des caméras, on pourra les mettre. Ah ben ça, c'est Suzette. Dans le village, les caméras, même en surnombre, sont plutôt appréciées. En tout cas, personne ne semble oser contredire le maire. Et lors du loto annuel, dans la salle municipale, il est même accueilli en héros. Vous croyez que c'est grâce aux caméras que vous êtes aussi aimé? C'est peut-être un exemple, je ne sais pas. Autour de lui, il y a beaucoup de fidèles. On est plus en sécurité avec les caméras. Petit village comme ça qui montre l'exemple, moi je trouve ça fabuleux. Donc pour moi, c'est le village du bonheur. Il y a une chose qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas prendre son amant dans le village. Par contre, parce qu'on est filmé sinon. Donc on reste seulement entre amis. Le 66, le 69 et le 20. Mais parmi les supporters, il y a aussi un détracteur. Cet adjoint au maire d'une commune voisine ne semble pas partager la passion de Georges Ponce pour les caméras. Lui, c'est l'adjoint au maire de Baudouin. C'est celui-là qui se fait voler les camions, c'est lui là. Et il y a aussi des voitures qui brûlent là-bas, c'est pas ça? Non, pas, non. Imbécile, c'est à Bodinard que non, dis la vérité. Vous ne voulez pas mettre de caméra? Et le 20.
Pourquoi vous voulez mettre une caméra pour quoi faire? Bah ici, ils en mettent plein. Ah ouais, mais lui, il est actionnaire. Il est actionnaire, il a la boîte de la caméra. C'est pour ça qu'il met les caméras. Et pour réduire la délinquance, alors? Quelle délinquance? Il n'y a pas de délinquance, il ne faut pas l'écouter. Ce qu'il dit là, c'est la rigolade. Alors, les caméras de Baudinard, mesure de prévention justifiée ou délire sécuritaire? Madame Vergne est la femme du médecin. Elle vient d'une banlieue sensible de la région parisienne et ne comprend pas que le village soit autant sécurisé. Elle s'est même opposée à l'installation d'une caméra. Le projet, c'était d'installer une caméra qui aurait pu donner sur la façade de notre maison, ainsi que de la maison de ma voisine, Madame Bouillot, et également sur cette maison qui est dans le prolongement de la nôtre. Nous avons protesté, nous avons refusé d'avoir une caméra qui surveille la façade de notre maison. Je n'ai pas envie qu'on me voit en sortant de chez moi. Pour Georges Ponce, pas question de céder à quelques mécontents. Le village doit être exemplaire, à l'image de sa maison, protégée comme une forteresse. C'est ma propriété, c'est là où j'habite depuis, je sais pas, 25 ans maintenant. On est bien. C'est le calme, c'est la nature, c'est... Voilà. Pour éviter toute intrusion dans son domaine, il a même installé un système d'alarme très dissuasif. Voilà, c'est ça. C'est tous les secteurs. Ah, ben voilà. Autour de sa maison, une dizaine de projecteurs qui s'allument si une présence suspecte est détectée. Il y en a un là, il y en a un là-bas, en haut. Et ça fait peur aux voleurs. Ben, je sais pas, il n'y en a pas. Comme maintenant, il n'y en a pas. Mais bon, moi, je préfère mieux qu'il y ait ce système. Bon, il y en a deux, là. Il y en a un en haut aussi. Voilà, là, il y en a un là, il y en a encore là. Là, on a fait le tour. Moi, je veux être chez moi sécurisé. Si quelqu'un vient en pleine nuit, c'est pas pour venir me voir, c'est pour me faire du mal, éventuellement. Et c'est pour ça que je préfère mieux être averti. Et il y aura aussi des caméras. Mais impossible de savoir où elles sont. Monsieur le maire veut garder le secret. Elles sont à l'intérieur ou à l'extérieur? Hop. J'ai dit que je dirais rien. Mais sur la structure, je vous dirai rien. C'est aussi bien protégé que Baudinard. Voilà, vous avez tout compris? Ou pas? Aussi bien. Une maison et un village bien gardés, selon le maire. Mais les caméras garantissent-elles le risque zéro? Pas si sûr. Le lendemain, Georges Ponce est appelé en urgence. Il y a eu un cambriolage de camping-car dans un lotissement. Salut. Ça va? Ouais. Bonjour. Alors, ils vous ont cassé... Ils ont cassé la fenêtre du camping-car et ils nous ont ouvert la porte. Oh, purée. Et là, ouais, ils m'ont fauché la caméra de l'écran, la caméra. Et puis ils ont tout fouillé. Moi, j'ai pas fait l'inventaire encore, là. Eh ouais, mais c'est évident. J'ai pas encore fait l'inventaire, hein. C'est parti, bonjour. Ils nous ont ouvert le camping-car. Oh, ils ont pété les vitres du camping-car. Oh là là là. C'est hier, il y avait une rêve partie. Oui, bah, ils viennent d'en passer encore 6, là, qui étaient à moitié dans le brouillard. Ah oui, non, mais ça, c'est les drogués. Il y a la drogue partie sur la étaient colline. paumés dans la forêt, là. Ah ouais, c'est l'utilité des caméras. Eh ouais. Malheureusement, on ne pourra pas se laisser tout le temps tout carotter, là, non? Ah bah, vous avez tout à fait raison. Moi, je suis d'accord avec vous à 100%. Hein. Et là, il n'y a pas de caméra aussi. Eh non, il n'y en a pas. Mais effectivement, peut-être qu'un jour, il y en aura une. Hein. Bon, allez, salut. Une 13e caméra à Baudinard, peut-être pour bientôt. Mais même en quadrillant le village, le maire sait qu'il ne pourra jamais garantir à ses citoyens une totale tranquillité. Alors, il lui reste peut-être une autre solution. Une nouvelle idée venue d'outre-Manche, les citoyens espions. Lorient, en Bretagne. Ce jeune homme qui s'entraîne dans une salle de gym s'appelle Asher. Il a 24 ans. Et en attendant de se présenter à son concours de gendarme, il tue le temps comme il peut. En ce moment, je n'ai pas de travail. Donc mon occupation, mon passe-temps, c'est faire du sport ici. Et à côté de ça, je m'occupe à la maison en surveillant mes caméras de surveillance sur Internet. Les caméras de surveillance, c'est le deuxième passe-temps de Asher. Depuis quelques mois, il fait partie d'un nouveau programme anglais, unique au monde, baptisé Internet Ice.
les yeux d'Internet. Son travail, surveiller de chez lui des magasins qui se trouvent en Angleterre. Là, on voit un couloir avec une caméra en fait, qui surveille le rayon alcool. Là, c'est des mini-supermarchés. Donc là, on voit une fois de plus qu'on surveille le rayon alcool et le rayon bonbons. Asher doit surveiller 4 magasins et il a sous les yeux 12 écrans de caméras de surveillance. Et quand il voit un voleur ou un client au comportement suspect, il peut envoyer une alerte directement au magasin. Enfin, si je fais de la prévention de vol, ça permettra de soulager un petit peu les forces de l'ordre qui vont pouvoir s'occuper d'autre chose. Je me base vraiment sur les mineurs, parce qu'ils sont relativement rebelles. Quelqu'un avec une capuche qui reste la tête baissée, c'est une personne qui va traîner devant le rayon relativement longtemps. Donc ceux-là, on va garder un œil dessus. Au bout d'1 heure de visionnage, Asher aperçoit un jeune homme qui lui semble louche. Elle a pris quelque chose dans le frigo, il s'est adossé tranquillement sur le truc. Du coup, je vais cliquer sur le bouton alerte. Je vais marquer man. Stayed on the fridge. Pour moi, il est suspect. Et du coup, ça, j'envoie. On a plutôt l'impression d'être dans un film d'espionnage où on surveille les caméras un peu à Hollywood. C'est excitant un peu? Quand il y a de l'action, oui. Car plus il y a de l'action, plus Asher peut gagner de l'argent, jusqu'à 1 200 € par mois. Mais il y a une règle. Au bout de 3 alertes injustifiées, Asher peut être éliminé. Il doit donc être vigilant pour remporter le jackpot. J'attends toujours de voir s'il y a une lampe torche avec un mec cagoulé qui passe. Alors là, pour moi, ce serait génial. C'est sûr qu'on a envie qu'il y ait des vols, mais en même temps, c'est un peu le côté voler pour que moi je gagne de l'argent. Utilité publique ou incitation à la délation, ce programme de citoyens espions est né au Royaume-Uni, le pays aux 4 millions de caméras. Un Londonien est filmé plus de 300 fois par jour et la vidéosurveillance est parfaitement entrée dans les mœurs. Dans le taxi que nous empruntons pour nous rendre chez les fondateurs d'Internet Ice, il y a aussi une caméra. Ces 5 derniers mois, il y a eu 5 ou 6 incidents importants. Des chauffeurs de taxi ont été agressés et volés. Je me sens plus en sécurité de savoir que la caméra enregistre ce qui se passe. Mais cette caméra que vous voyez là, ce n'est pas une vraie. Le plus incroyable, c'est que cette caméra est un leurre. La vraie caméra est cachée pour ne pas être repérée. La vraie est là, derrière les chiffres. Il y a un petit capteur qui prend des photos. C'est de la prudence, tout simplement. C'est ici, dans le Devon, au sud-ouest de l'Angleterre, que sont installés les fondateurs d'Internet Ice. Ceux qui ont créé la polémique et ont même fait les gros titres des journaux britanniques. Qui sont donc ceux qui ont transformé les citoyens en véritables auxiliaires de police. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Moi aussi, bonjour. C'est de ce salon bien tranquille que Max et son père Tony dirigent Internet Ice. Une entreprise familiale qui débute mais compte déjà 3000 volontaires en Europe. Pour Tony, tous les moyens sont bons pour stopper crimes et délits. Chez nous, au Royaume-Uni, il y a plus de 4 millions de caméras, mais il n'y a personne pour surveiller les écrans de contrôle. Alors nous, on a décidé de mettre un œil derrière les caméras. En quelques mois d'existence, ils ont équipé une trentaine de petits commerces. Et le Canada se dit intéressé. Voici des images d'archives que nos clients nous ont envoyées. Leur but avoué, pousser les citoyens à dénoncer les vols. Et pour le faire, la meilleure manière, selon eux, c'est de rester chez soi. De chez vous, vous pouvez surveiller les écrans en toute sécurité. Et si vous voyez un vol, vous pouvez le signaler sans risque de représailles. Je reçois beaucoup de mails de personnes âgées qui ont assisté à des vols dans des magasins et qui ont eu peur de les dénoncer. À quelques kilomètres de chez Tony, le petit magasin que le jeune Français Asher a surveillé pendant de longues heures.
Bonjour, tout se passe bien? Oui, pas trop mal. Il s'est passé quelque chose cette semaine? Oui, nous avons eu une alerte hier soir. Ah bon? Ouais. Vous l'avez arrêté? En fait, on l'a fait fuir. Ici, sur les 9 caméras de vidéosurveillance, 4 appartiennent à Internet Ice. On en a une là, une ici, et celle-là à côté du miroir. Pour Chrissy, la responsable du magasin, les caméras permettent de lutter contre les vols. Sinon, elle perd trop d'argent chaque mois. Ce qui est souvent volé, c'est la viande sous emballage. Comme vous pouvez le voir, l'emballage est très fin. Donc ils le glissent sous leur manteau sans problème. Les saucisses, vous voyez, ils les mettent dans la poche arrière. Et le préféré, c'est le fromage. Ils le glissent sous la chemise ou la veste, un petit coup d'œil derrière, et c'est bon. Elles sont vraiment utiles, ces caméras? Oui, elles sont très utiles. C'est comme si vous aviez du personnel supplémentaire en coulisses. Chrissy reçoit 8 à 10 alertes par semaine, alors elle ne quitte jamais son téléphone portable. Oui, il est là dans ma poche arrière. Ah bon, pourquoi? Au cas où j'ai une alerte Internet. Hier, il y en a eu une. C'était à 16h40. Ça s'est passé au rayon des plats cuisinés. J'ai eu une brève description des faits. Un homme, avec une veste, qui agit de manière suspecte. Immédiatement, le personnel a donné l'alerte. Nous sommes allés dans les rayons à côté de lui et il a fini par partir. Vous savez, c'est vraiment bien pour tout le monde. La police n'a pas besoin d'être appelée et ils ne poursuivent personne. Et nous, on ne nous vole plus aucun produit. Et tout ça, grâce à une simple alerte SMS. Internet Ice ou le règne de la suspicion. Selon Chrissy, 80% des alertes seraient justifiées. Mais de toute façon, avec ou sans Internet Ice, elle reste toujours aux aguets, au cas où. Vous voyez cette femme près du distributeur? Il lui arrive de voler de temps à autre. Elle a été repérée une fois par Internet Eyes et 2 fois par des membres du personnel. On l'a déjà prise sur le fait. Elle mettait tout dans la poussette. Aujourd'hui, comme il y a beaucoup de monde, elle préfère s'en aller. Délation, espionnage familial, surveillance à l'excès de citoyens ordinaires. Jusqu'où peut-on aller? Quelles sont les dérives de ces intrusions dans la vie privée? Il y a 7 mois, aux États-Unis, un fait divers a fait la une des journaux et télé du monde entier. Un jeune homme de 18 ans, Tyler Clementi, s'est donné la mort après avoir été espionné à son insu pendant ses ébats amoureux. Nous sommes dans le New Jersey, dans la ville de Bergen. Ce soir, un concert hommage réunit les familles et les proches de Tyler Clementi. Il y a même ses parents, car ce soir, sur scène, il aurait dû être là. Comme vous le savez, ce soir, ce concert est dédié à la mémoire de Tyler Clementi. Il a été membre de cet orchestre pendant 6 ans. Il était l'un de nos violonistes. Nous avons décidé de donner à cette chaire de violoniste le nom de Tyler Clementi. Dans le public, ceux qui ont connu Tyler sont bouleversés. Dès qu'on a entendu la nouvelle, on était désespérés. C'est tellement triste. Ça n'aurait jamais dû arriver. C'était horrible. C'est vraiment horrible un accident comme celui-là. C'est affreux, c'est vraiment horrible. Je ne comprends pas comment tout cela a pu arriver. Tyler Clementi s'est suicidé le 22 septembre 2010. Tout est parti de l'université de Rutgers, un très grand campus américain de plus de 50 000 étudiants. Tyler était en première année. C'était dans ce bâtiment. Il vivait là, dans une de ses chambres. C'est dans cette résidence universitaire, dans le bâtiment C, que vivait Tyler, jeune garçon discret et studieux. Dans la résidence, il partageait sa chambre avec un colocataire. Darun était son colocataire. C'est bien lui qui a branché la caméra. Le 19 septembre, Tyler a demandé à son colocataire de lui prêter sa chambre pour passer un moment avec son petit ami.
Darun a tout de suite accepté. Mais le soir, sans rien dire à Tyler, il s'est rendu dans une chambre voisine. Et avec une amie, Molly, ils ont activé la webcam de l'ordinateur de Tyler, filmant ainsi tout ce qui se passait dans la chambre. Avec son compte Twitter, Darun a même envoyé un message à ses amis pour les inviter à venir regarder en direct les ébats de Tyler. Mon colocataire a demandé la chambre jusqu'à minuit et je l'ai vu ploter un type. Tous les amis connectés au compte de Darun ont pu suivre les ébats. Ce jeune étudiant, Sean, était l'ami de Darun et Molly. Darun en avait parlé à pas mal de monde. Du coup, j'ai été mis au courant. J'ai demandé à Molly ce qui s'était réellement passé. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas vu grand-chose. Moi, j'ai tout de suite pensé que c'était stupide de faire ça. Mais j'imagine qu'il voulait simplement faire une blague. Mais Tyler, lui, ne prend pas cela à la légère. Il a lu sur Twitter le message de son colocataire. Il sait donc qu'il a été espionné. Et son homosexualité est révélée. Il est choqué, mais ne dit rien à personne. C'est seulement sur un forum de discussion qu'il va se plaindre, en utilisant un pseudonyme. On dirait que ce qui les choque, c'est que je sorte avec un garçon. Pour eux, c'est plus grave que de m'espionner. J'aimerais renverser des seaux de peinture rose sur les affaires de mon colocataire. Mais la vengeance, pour moi, ça ne se termine jamais bien. 2 jours plus tard, Tyler demande de nouveau la chambre pour revoir son amant. Et Darun, son colocataire, récidive. Il veut de nouveau l'espionner. Il envoie un autre message sur Internet. Vidéo de chat disponible entre 21h30 et minuit. Et oui, ça recommence. Tyler a lu le message et cette fois-ci, il a débranché l'ordinateur. Le lendemain, vers 20h, après ses cours, Tyler, sans rien dire à personne, quitte sa chambre. Il prend sa voiture et va rouler pendant une demi-heure en direction de New York. Puis il se gare et monte à pied sur le pont George Washington, là où passent des milliers de voitures chaque jour. Sur le pont, Tyler écrit un dernier message sur sa page Facebook. Je saute du pont George Washington. Désolé. Il s'est alors jeté dans l'Hudson, 200 mètres plus bas. Sur place, la police a retrouvé son ordinateur, son permis de conduire et sa carte d'identité. 2 jours plus tard, son corps est retrouvé quelques kilomètres plus loin. C'est Jim, un promeneur, qui le découvre. Nous avons vu son corps. Il était accroché au rocher, juste là. On pouvait voir son dos, ses épaules et l'arrière de sa tête. C'était très étrange de se dire qu'il s'agissait d'un cadavre, là, dans cette rivière. Ensuite, le jeudi, le médecin légiste a confirmé qu'il s'agissait bien de Tyler Clementi. Quand le chef d'orchestre de Tyler apprend la nouvelle, il est sous le choc. Pour lui, le jeune homme n'a pas supporté d'être filmé à son insu. C'est vraiment triste. Tyler a dû se sentir tellement malheureux. Il était très gêné que cette vidéo ait pu être mise en ligne et diffusée. C'est la raison évidente de sa décision. Il a dû se sentir incapable de faire face à sa famille, ses amis ou qui que ce soit. Il n'en a parlé à personne. Et s'il l'avait fait, cela ne serait sans doute jamais arrivé. Immédiatement à l'université, c'est l'émotion et la colère. Des étudiants ont même organisé des marches et des manifestations contre les atteintes à la vie privée. Darun et Molly, eux, ont été interrogés par la police et renvoyés de l'université. S'ils sont reconnus coupables de violation de la vie privée, ils risquent jusqu'à 5 ans de prison. Mais à ce jour, personne ne sait exactement combien d'internautes ont vu la vidéo. Sean, lui, ne comprend pas pourquoi ses amis sont désignés comme responsables. Je ne pense pas qu'ils voulaient faire du mal à Tyler Clementi. C'était juste une bêtise. Je ne crois pas qu'ils aient pensé aux conséquences de leurs actes. Des conséquences dramatiques pour un jeune homme de 18 ans, enfermé dans son silence. Car si le suicide brutal de Tyler Clementi reste un mystère, c'est bien cette intrusion brutale dans sa vie intime qui l'a détruit. Sommes-nous déjà entrés dans le monde d'Orwell?
Un monde où nous serions tous surveillés, écoutés, où notre liberté de mouvement et d'expression serait réduite à néant. Pas encore. Mais dans cette petite ville de Middlesbrough, au nord de l'Angleterre, les caméras donnent des ordres citoyens. On se croit alors soudainement propulsé dans le monde de Big Brother.